Bonjour Mehdi, ça va? Bonjour Louis, et toi? Ouais, merci beaucoup. On a abordé les fois précédentes la question de la mimésis et puis cette capacité imitative de l'humain assez profonde en lui et les conditions de son apprentissage et de son être au monde et en même temps expérience de friction entre le bien, le mal, le juste, l'injuste. Et puis ensuite on a parlé de cette question de la catharsis, la purgation, réussir à sortir ce qu'on ne voudrait pas avoir en soi, se le donner en spectacle pour réussir à s'en départir, mais une ambiguïté là-dedans aussi peut-être, c'est qu'en le regardant, on le vit en partie, et on en arrive à la question de la techné. C'est quoi la techné? La techné, c'est le mot grec pour technique, hein, banalement, technologie, etc. C'est ce qui est fabriqué de main d'homme, c'est-à-dire ça s'oppose à ce qui est clos de soi-même, c'est-à-dire la nature. La physis, c'était le mot grec pour ce qu'on appelle aujourd'hui la nature. C'est les Romains qui ont traduit le mot grec physis par natura. Voilà. Et tout ça est lié puisque, comme on l'a dit dans la première vidéo, la capacité mimétique, c'est pas juste la capacité esthétique comme le croyait Platon, mais c'est d'abord, et avant tout, j'ai envie de dire, la capacité justement technologique, la capacité scientifique, c'est-à-dire la capacité à imiter les lois de la nature. Donc tu vois, en imitant les lois de la nature, c'est comme ça qu'on a créé la chasse, l'agriculture, ou plus tard la logique, la mathématique, et surtout toutes les formes de technologie. C'est-à-dire cette maison, rien de ce qui nous entoure, ou presque rien, il y a quelques plantes. Bon, si on va dehors, là, on va être en pleine nature, à point nommé, avec des vrais arbres, etc. Et là, on a des vêtements, tu as des lunettes, on est en train d'être filmé, tout ce qui nous environne est de part en part technologique. La vie technologique, c'est la vie humaine, quoi. Donc c'est une forme, c'est ce que j'ai dit à la fin de la dernière vidéo, de catharsis. Moi je dis souvent, la technologie est une catharsis de la nature, c'est-à-dire une transformation de ce qui est donné naturellement en quelque chose d'autre. C'est ce qu'on disait dans la première vidéo. Il ne faut surtout pas confondre imitation et reproduction, duplication, clonage, voilà. C'est exactement le contraire. La technologie est par imitation. Je parle souvent dans mon travail de l'être humain comme l'animal de la virtuosité technomimétique, parce que les deux vont ensemble. Si l'homme n'était pas l'animal génial de l'imitation, il ne serait pas l'animal technologique et inversement. La chasse est une imitation des lois de la prédation, l'agriculture est une imitation des lois de l'efflorescence naturelle, et les premières formes d'art, c'est-à-dire les peintures rupestres, voilà, on imite les urées, on imite les caribous, non pas les caribous, les bouquetins, voilà, les chevaux. Ouais. Donc l'humain, il reproduit la nature et en même temps il la fait différemment. Et il ne fait que de la technique finalement tout le temps. Est-ce que la technique c'est la condition du pléonectique ou c'est... Oui, tout à fait. Lié à la question de l'appropriation? Ou on pourrait presque dire aussi le pléonectique, c'est-à-dire l'avoir plus existe partout dans la nature et l'être. C'est-à-dire l'apparition de la vie sur Terre, qui est un miracle en soi. Partout ailleurs que dans la planète Terre, il n'y a pas de vie ou uniquement des rudiments tout à fait insignifiants de ce qu'on appelle la vie. Donc la vie est déjà un phénomène pléonectique, la vie est déjà un phénomène d'appropriation. On en a parlé dans une des vidéos, ça veut dire que les végétaux, quand ils s'approprient l'eau, la lumière du soleil, etc., qui rejettent de l'oxygène, c'est déjà un phénomène d'appropriation, expropriation. L'animalité, c'est encore plus évident. Et c'est pas seulement l'animalité au sens de la prédation, c'est-à-dire de manger, ça c'est la forme la plus évidente qui nous vient à l'esprit de l'appropriation, mais on ne fait pas attention à ces formes qui sont tout simplement la perception, la respiration, les 5 sens. Ça nous permet de nous approprier. On serait déjà des êtres très pléonectiques si on était juste un éléphant, un tigre, même une fourmi, parce qu'on s'approprierait ce qui est autour de nous d'une manière
qui n'est pas accessible à une plante, encore moins à une pierre, encore moins à beaucoup des formes inanimées. Et ce crochet fait par toutes ces formes d'appropriation extrêmement sophistiquées qui existent autour de nous, qui s'appellent la vie, la technologie est évidemment une surenchère dans le pléonectique et dans la capacité d'appropriation de tout ce qui nous entoure. Mais ça, c'est une polémique dès le début avec le transhumanisme, tout simplement. Une polémique sur 2 points, c'est-à-dire cette pulsion appropriationniste illimitée par la technologie, est-ce qu'elle doit être aussi illimitée que ça, sans dommages collatéraux extrêmement graves? Et puis plus grave que ça, et philosophiquement c'est quelque chose d'extrêmement profond, c'est est-ce qu'il peut y avoir une pure autonomisation de la technologie par rapport à la vie? C'est ça l'illusion transhumaniste. Or, toutes ces formes d'imitation, toutes ces formes de catharsis, toutes ces formes de transformation de ce qui est par cette capacité justement technomimétique, comme je dis, tu as toujours besoin du support sur lequel tu t'enlèves. Il n'y a pas de chasse sans... bétail, voilà. De gibier. Quoi. De gibier plutôt, ouais. Et, donc la technique a un lien est très corrélé à cette idée d'appropriation de pléonectique. Est-ce qu'il y a une limite à la technique? Tu l'as dit un petit peu, non, quand elle commence à ne plus avoir le support, c'est ça? Je pense qu'il y a une limite intérieure. Voilà, c'est ça qui est très complexe, c'est que c'est pas une limite extérieure, c'est une limite intérieure. C'est une limite implosive. C'est-à-dire, et là, il faudrait presque plus parler d'économie, c'est-à-dire plus il y a d'appropriation, plus il y a d'expropriation. Voilà. Ouais. On en a parlé dans une des vidéos. Dans la forme animale très sophistiquée de l'appropriation, il y a la vie, mais la vie ça se paye par la mort, il y a la joie, ça se paye par la souffrance, il y a la santé, mais ça se paye par la maladie. C'est des phénomènes, les plantes elles s'étiolent, mais moi j'appelle pas ça de la souffrance. Il y en a qui spéculent sur et des tribus de chasseurs-cueilleurs, et vraiment je respecte. Donc le transhumaniste devrait avoir à lui-même sa propre limite interne, sa propre... Oui, mais il s'en rend pas compte. Il s'en rend pas compte. Lui, il est vraiment... Malheureusement, on n'a rien appris. Hein. C'est comme les totalitarismes du XXe siècle. On pensait plus jamais ça. Et puis bon, on nous remet le couvert, empire. Sans doute, c'est un processus qui... C'est l'humanité comme telle. C'est très très compliqué à penser, à assumer. Souvent, on se dit peut-être qu'il vaudrait mieux que l'être humain dégage purement et simplement, ça serait plus simple. Moi, je crois pas ça. Je prends comme d'habitude, je dis toujours tenir les contradictoires. J'ai mis longtemps à l'accepter. Hein. J'étais plutôt du côté des pessimistes, négativistes, et puis qu'on en finisse et qu'on se débarrasse. Mais non, aujourd'hui, je vois quand même que l'aventure humaine est quelque chose qui mérite aussi d'être... C'est très difficile, parce qu'il y a aussi les horreurs, les atrocités, voilà, l'illusion des transhumanistes, parce qu'ils sont multimilliardaires, parce qu'ils sont dans l'attente de toute puissance, et ça, ils ne voient pas la limite extérieure. Mais la limite intérieure leur tombera fatalement dessus, tôt ou tard. Je ne sais plus comment s'appelait le mec d'Apple, Jeff... c'est pas Bezos? Non, c'est encore... Jeff Bezos, c'est... Steve Jobs. Steve Jobs, voilà. Steve Jobs, voilà, il était transhumaniste, et puis il est mort d'un cancer. Ouais. Et puis dans les téléphones portables qui nous donnent la toute-puissance, entre guillemets, les enfants esclaves, il y a des mines à ciel ouvert où les gens sont en voilà. Et il y a certains transhumanistes, on n'a pas envie qu'ils meurent juste d'un cancer, on a envie qu'ils subissent aux yeux de tous, évidemment pas une chute, quoi. Une némésis. Une punition tragique, vraiment comme dans les grandes tragédies grecques. Pour que ça fasse exemple à tout le monde et qu'on ne nous y reprenne plus. Alors, il y a plein d'autres sujets. Quand on ouvre la boîte de Pandore de la techné, je ne sais pas où on a du temps, mais on peut l'enregistrer, on verra bien. 9 minutes 20. Pour moi, il y a une question. Est-ce que tu fais une différence entre techné et art? À peine. Comme j'ai dit, chez les Grecs, c'est extrêmement proche. Art, artisanat, au fond, techné, poésis. Par exemple, poésis, c'est artisanat. Ça, je l'ai dit, une vidéo avec Chloé Framery, et puis c'était avec des gens ruraux, tu vois, devant des gens vraiment de la campagne.
Et quand j'aurais parlé de poésie de Mallarmé, ben, j'aurais dit attention, le sens premier du mot poésie chez les Grecs, c'est artisanat. Et ils étaient tous super contents. Ah, donc, avec ma cuisine, avec mes petits plats, avec mon potager. Voilà, oui, bien sûr que c'est la poésie. Et je dirais que, voilà, pour conclure, moi je suis très très soucieux de. Voilà, on a beaucoup parlé de vérité, de mensonge, on a parlé de catharsis. Et moi, la catharsis dans l'écriture, Mallarmé, encore lui, disait rendre plus purs les mots de la tribu. Et ça n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui, avec son vie depuis 2 ans. Les mots ont tellement été corrompus, la plupart du temps ne veulent tellement plus rien dire, ou encore pire, disent le contraire de ce qu'ils sont censés dire, que le travail aujourd'hui, et ça c'est le côté artiste, je dirais, de la philosophie, en tout cas de la mienne, de la manière dont je la pratique, mais c'est normal parce qu'au début j'étais écrivain. Donc, moi je parle avant tout de l'amour de la langue, et après l'amour de la langue m'a mené à l'amour du concept, et maintenant j'essaye vraiment de fusionner complètement les deux. Et ça, c'est vraiment un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait. C'est une dame qui m'a abordé dans la rue, elle était en larmes, et elle a dit, vous êtes le seul qui met des mots sur les choses. Elle dit, on est tous, on a des choses à l'intérieur de nous qui bouillonnent, qu'on n'arrive pas à extérioriser, et quand on vous lit, quand on vous écoute, ça sort. Et bon, j'avais moi-même les larmes aux yeux, et je suis très ému en le racontant. Franchement, j'échange tous les articles dithyrambiques sur mes livres pour juste ce témoignage-là. Voilà. Mais toi-même, c'est exactement ce que tu fais. Encore à une échelle bien supérieure à la mienne. Mais moi, au niveau des mots, c'était juste pour dire l'écriture, c'est une technique. C'est une mimésis, c'est une imitation des choses qui doit veiller à rester le plus fidèle possible à ce qu'elle imite. Voilà, tu vois, c'est ça l'enjeu, c'est de pas trop s'éloigner. Ça rejoint ce qu'on disait sur la société du spectacle. Debord disait, la société du spectacle, c'est quand tout s'est éloigné dans une représentation qui n'a plus rien à voir. Donc, tu vois, toutes ces thématiques, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de se débarrasser, bien évidemment, de la technologie. On est des êtres humains, si on se débarrassait de on mourrait tous. Mais vraiment, de faire en sorte que la technologie s'éloigne plus trop du vivant. Voilà. Merci beaucoup, je pense que ça peut donner déjà des bons débats avec Nathanaël, c'est de la décroissance. Ouais, très très bon. Merci. C'est sûr, on va être bien passé avec. Merci à toi, Louis. Hop.